Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau mag sur Radio Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à la ferme biologique du Bec des Loins. Pour en parler avec nous, je reçois... Bec et Loin, pas Bec des Loins. J'aurais corrigé. Ok. Bec et Loin. C'est le bled d'à côté, parmi les plus beaux villages de France. Exactement. Hop, on repart. Ah, le Parisien, je te le dis. Allez, attention, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau mag sur Radio Sensation, émission aujourd'hui consacrée à la ferme du Bec et Loin. Pour en parler avec nous, je reçois Perrine Hervé Gruyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la ferme. Alors cette ferme, elle a vu le jour en 2004. Quel était l'objectif au départ ? Alors au tout début, c'était une aventure familiale, parce qu'on a cofondé cela avec mon mari Charles. Et l'objectif, c'était véritablement de s'affranchir de la société de consommation. Mon rêve, c'était de ne plus aller au supermarché, alors vous imaginez. Et c'était en fait de produire tout ce que je m'imaginais pouvoir trouver dans les fermes environnantes quand on est arrivé en Normandie. Et ça n'était plus le cas en fait. Moi je pensais acheter mon beurre, ma crème, mes œufs à la ferme et puis il n'y avait plus tout ça. Donc on s'est mis à produire un maximum de choses par nous-mêmes avec quand même en fond d'écran dans nos têtes on va dire une vocation écologiste forte, avec une volonté de protéger l'environnement et même de l'améliorer. Et puis on a la chance au Bec et Loin d'être dans un petit bout de vallée absolument magique. Alors au tout début c'était un projet familial, puis ensuite en 2006 vous avez décidé de prendre le statut d'agriculteur. Qu'est-ce que ça signifiait comme changement à l'époque ? Eh bien tout simplement Charles, mon mari, avait envie d'en faire un métier, mais on était très naïfs, nous n'avions ni l'un ni l'autre de formation agricole, c'est à peine si nous avions visité une ferme bio dans notre vie. Et il voulait vraiment en faire une activité à part entière et faire en sorte que la famille vive de cette activité. Ça a changé beaucoup de choses, bien évidemment, mais on ne le savait pas à l'époque. On était suffisamment naïfs pour penser que entre le petit jardin familial, le petit potager et le maraîchage, il y avait un petit pas à franchir, mais rien du tout. En réalité, c'est un autre monde, quoi. Que faisiez-vous justement avant de devenir maraîchère ? Alors moi j'étais juriste internationale, donc ça n'a pas grand chose à voir et j'ai fait toute la première partie de ma première carrière en Asie, à Tokyo, Hong Kong, Shanghai et voilà, je me suis retrouvée du jour au lendemain au Bec et Loin, mais pour moi ça n'a pas été un choc terrible, au contraire ça a été assez intéressant. J'étais dans cette quête en fait de vérité, d'authenticité, de retour à la nature, donc ça a été assez logique, assez fluide. Alors ensuite, en 2008, vous décidez de vous engager dans la permaculture. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, la permaculture, on ne peut pas vraiment s'engager dans la permaculture parce que c'est une boîte à outils. En fait, c'est quelque chose qui est venu compléter ce que l'on faisait déjà sur la ferme, sur laquelle on était 100% certifié biologique, sur laquelle on travaillait en traction animale. Et cette fameuse permaculture, en fait, c'est une boîte à outils qui vous invite à faire comme dans la nature. C'est du biomimétisme en fait. Regardez un écosystème naturel, inspirez-vous des règles et des principes de fonctionnement et faites la même chose dans votre ferme. En gros, c'était un petit peu ça. Donc dans notre ferme, du jour au lendemain, on avait déjà créé beaucoup de haies, recréé des talus, créé des mares, planté un maximum d'arbres. Mais cette permaculture et cette vision de l'écosystème nous a permis, on va dire, de mettre toutes les pièces du puzzle en place et de faire prendre corps à un lieu qui n'était qu'un lieu de production et qui là est véritablement devenu un écosystème. Alors cette ferme, elle est ensuite, si je puis dire, devenue comme un laboratoire de la recherche scientifique. Expliquez-nous un peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien oui, parce que cette façon de faire, vous pensez bien, elle a très vite intrigué. On était des maraîchers, on faisait tout à la main. Et en tout cas, notre credo, c'était de le faire avec le moins de pétrole possible parce qu'on pensait et on pense toujours que l'agriculture et les métiers de l'agriculture sont très fragilisés par rapport à la dépendance au pétrole. Si demain on a une crise énergétique majeure, les agriculteurs ne peuvent plus produire. Or, on l'a vu, pendant le premier confinement inhérent au Covid, on est très peu résilient en termes de souveraineté alimentaire. Donc notre première motivation, c'était de faire à la main et donc de mettre en place des cultures au sein d'un écosystème. Et de fait, ça a très vite répondu. Donc ça a été extrêmement productif. Alors, visuellement, c'était productif, mais les premiers scientifiques qui nous sont venus à la ferme, ils ont dit vous êtes bien gentils, c'est beau, ça produit, mais est-ce que vous en vivez ? Économiquement, ça donne quoi ? Donc leur objectif a tout de suite été d'essayer de quantifier, en fait, tout ce qui sortait de chez nous, le temps de travail qu'on y consacrait, parce que le maraîchage est un métier extrêmement prenant, on ne compte pas les heures.
Donc le temps de travail que l'on y consacrait, la productivité qu'on en obtenait, Et le rendement. et du coup, oui, voilà, le chiffre d'affaires, est-ce qu'on en vivait réellement ? Et on a mené une étude avec l'INRA et AgroParisTech à l'époque, qui a duré plus de 5 ans, où tout était mesuré, toutes nos actions, tout ce qui sortait des jardins, etc., pour savoir si le ratio temps de travail chiffre d'affaires était valable. Et on a vu que c'était absolument incroyable. Mais on n'est pas parti de rien, hein. On est parti d'un postulat qui venait des maraîchers parisiens du 19e siècle. À l'époque, ils disaient que déjà, avec des parcelles de terrain de 400 jusqu'à 4000 mètres carrés à peu près, eh bien, ils arrivaient à produire énormément de légumes. Et Paris était autosuffisante en légumes intramuros. Incroyable, hein ? Alors toutes ces recherches scientifiques ont amené à médiatiser la ferme. Alors vous avez dit que la médiatisation de la ferme a rendu les choses plus difficiles. Alors pourquoi ? Et oui, parce que c'est pas notre métier de communiquer. Donc bien évidemment, quand vous êtes sollicité sans cesse, les jardins n'attendent pas, la nature n'attend pas. Donc on essaye de caser un maximum de sollicitations l'hiver, mais bon, on peut pas toujours décider. Donc oui, c'est un petit peu compliqué d'avoir les feux de la rampe braqués sur soi quand on n'est guère que des paysans, hein. On n'a pas fait cette transition de vie et cette quête d'authenticité pour passer à la radio ou passer à la télé ou autre. Donc c'est vrai qu'en termes de sollicitation et de temps consacré à cela. Alors, il n'y a pas que les médias, hein, mais il y a aussi beaucoup de porteurs de projets qui nous posent plein de questions. Mais c'est tant mieux, en fait. Au départ, ça paraissait un petit peu compliqué à gérer, ça l'est toujours en termes d'emploi du temps, mais c'est une très bonne chose au final parce que ça a permis véritablement le développement d'un mouvement et l'essor de ce qu'on appelle les micro-fermes. Donc, les fermes de petite taille, un petit peu comme les nôtres, qui vont être beaucoup basées sur une préservation absolue de l'environnement, si possible une dépense la plus petite possible quant au pétrole, hein, en tout cas tout ce qui va être dérivé du pétrole. Donc cette médiatisation, quelque part, elle a eu du bon parce qu'elle a permis une relative notoriété de cette façon de faire. Les gens ont réalisé qu'on pouvait, en 2021, produire de la nourriture autrement, le faire localement, le faire bien, sans dégrader l'environnement, et même on a la prétention de dire aujourd'hui qu'on améliore l'environnement. Aujourd'hui, est-ce que toute cette médiatisation a permis le succès à la permaculture ou... Oui, je crois que le mouvement est en marche, encore une fois, hein. Tandis que quand nous avons démarré, la permaculture était quasi inconnue en France. Aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins 200 micro-fermes sur tout le territoire, et il n'y a pas de chiffre exact, hein, donc c'est un minimum, 200 fermes qui se sont créées. Et nous, notre rêve, vous voyez, c'est d'avoir un espèce de maillage du territoire, de plein de petites fermes comme ça. Parce que des fermes comme la nôtre, c'est pas juste « je produis des légumes ». Imaginez dans un petit village, hein, c'est un lieu où on vient faire ses courses, donc on parle, il y a une socialisation, où on crée de l'emploi, par définition non délocalisable, on crée une espèce de dynamique économique, territoriale, et puis on crée de la beauté, on recrée des paysages, de la vie, de la biodiversité, on capte du carbone, donc on le stocke dans nos sols, on le stocke avec les arbres. Donc les fonctions qui sont rendues, les services qui sont rendus par ce type de micro-ferme vont bien au-delà de simplement je produis et je vends des légumes. C'est pour ça que ça nous semble très intéressant de convaincre les élus de mailler tout le territoire de petites fermes comme celle-là, des fermes vivrières qui, en cas de crise, en cas de confinement, vont être capables de nourrir la population qui est autour. Alors en 2021 maintenant, quelles sont les activités de la ferme ? Eh bien, autour de cette problématique de la souveraineté alimentaire, on s'est recentré sur la recherche scientifique, justement, parce que on était persuadé depuis longtemps qu'il fallait développer ce genre de petits systèmes, mais je crois que le premier confinement en a remis une couche, si je puis dire, en ce sens qu'on a vu que la souveraineté alimentaire des territoires était d'une fragilité absolument incroyable. Imaginez, en tout début de confinement, les gens ont été un petit peu sous le choc, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les premiers jours, ils sont allés faire la queue au supermarché, puis après ils se sont dit « Ah, mais on a des producteurs locaux, tiens, on va aller les voir ». Mais les producteurs locaux, eux, n'avaient plus le droit de vendre sur les marchés de plein vent, donc vous aviez les clients et les producteurs qui ne pouvaient pas se rencontrer. Vous aviez tout un tas d'agriculteurs en France qui n'avaient pas la main-d'œuvre habituelle à pas cher, comme on dit, de Roumanie ou de Pologne qui venaient. Donc ceux qui devaient récolter les asperges et les fraises n'ont pas pu récolter. Ceux qui mettaient en culture aussi pour la saison estivale n'ont pas pu mettre en culture. Et on s'aperçoit qu'on a créé un système qui dépend d'une aberration
économique plus que d'une réalité de production. Donc on aimerait vraiment inverser la tendance et créer un modèle de ferme résiliente, quelles que soient les crises qui nous atteignent demain, qu'elles soient sanitaires, énergétiques, alimentaires, économiques, sociales. Quoi qu'il arrive, on sait produire sur ces fermes-là. On n'a plus de pétrole, tant pis. On n'a plus de semences à acheter, on les produit nous-mêmes, etc., etc. Et ces fermes-là sont vraiment des espèces de plaques tournantes dans les territoires, au carrefour de tout un tas d'activités. Et ça, c'est un petit peu notre rêve. Voilà pourquoi on se recentre sur la recherche pour essayer de modéliser, j'aime pas trop le mot, mais essayer de donner un cadre à ces fermes de demain. Merci beaucoup Perrine Hervé-Gruyer d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la ferme du Bec et Loin. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.